Qu'y a-t-il vraiment dans nos assiettes? Comment fonctionne notre mémoire? Ce sont des questions qui nous intéressent tous, mais les réponses sont parfois compliquées. Lorsqu'on a en face de nous des spécialistes de la vulgarisation, ça devient simple. Et c'est ce qui nous attend en ce moment à la Turbine, le centre de culture scientifique, technique et industrielle installé à Crangevrier, c'est dans l'agglomération d'Annecy. Dès l'âge de 7 ans, vous êtes en mesure de comprendre ces mystères. Comment? Eh bien, c'est ce que va nous dire le directeur de la Turbine Science que nous retrouvons en duplex de Crangevrier. Bonjour Philippe de Pachter. Alors, avant quand même de parler de nos assiettes Bonjour. Et de notre mémoire, bonjour, un centre de culture scientifique, technique et industrielle, ça sert à quoi et à qui surtout? Alors, un centre de culture scientifique, technique et industrielle, c'est un lieu où on cherche à éclairer les publics sur les avancées scientifiques du moment. Et on amène par différents médias la possibilité au public de se faire sa propre opinion, et de faire ses propres choix par rapport à la vie qu'il veut conduire. Oui. Alors celui que vous dirigez existe depuis 12 ans, vous organisez régulièrement des ateliers, des expositions. Ceux qui ont retenu notre attention sont effectivement consacrés, j'ai dit, à la mémoire et au contenu de nos assiettes. Alors côté assiette, ça s'appelle Passer à table. En fait, c'est une sorte de parcours initiatique que vous proposez. Alors, parcours initiatique, peut-être pas, mais ce que l'on cherche, c'est à éclairer les publics sur nos comportements alimentaires du moment. Donc, effectivement, sur cette exposition d'entrée de jeu, on l'amène à s'installer dans un self, à remplir son plateau et à analyser ce qu'il va manger. C'est-à-dire que quand il passe à la caisse à la fin du self, on lui donne pas la note pour payer, mais on lui donne une feuille qui lui explique notamment la composition de son plateau et si c'est un bon choix pour lui ou pas. Voilà. Alors on vient manger symboliquement, donc pas besoin d'être affamé pour venir, sinon de connaissances évidemment. Ça dure combien de temps ce parcours? Disons que les parcours sur nos expositions peuvent durer entre 1h, 1h30, selon l'intérêt du public, puisque nous avons le public a la possibilité d'approfondir des connaissances via des outils comme des tablettes ou des jeux interactifs sur d'autres supports. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend de surprenant dans ce parcours? Je crois qu'on peut savoir ce qu'on mangera en 2050. Alors c'est peut-être s'avancer beaucoup, mais c'est aussi ce que vous proposez? L'idée, c'est effectivement de casser peut-être un peu des idées reçues ou certains repères culinaires qui sont largement communiqués sur tous les médias et d'expliquer qu'il ne faut pas non plus se prêter qu'à des effets de mode et qu'il faut construire son alimentation en fonction de ses besoins et d'essayer de la diversifier le plus possible. Vous avez évoqué effectivement les assiettes de 2050. On a choisi de présenter un travail réalisé par des étudiants de l'Université de Grenoble qui ont imaginé des assiettes de 2050. Donc on va trouver des pilules, parce que dans l'inconscient collectif, il y a encore des idées qui disent qu'en 2050, on risque de manger que sous forme de pilules. Je pense qu'on en est loin. On trouve des insectes vivants. On est là pour surprendre un peu le visiteur et caricaturer peut-être un peu des tendances pour que lui revienne à des appréciations beaucoup plus raisonnables. Oui. C'est vrai que c'est difficile de se détacher de ce que le cinéma propose justement pour le futur. Dans les films de science-fiction, on voit souvent des nourritures un petit peu bizarres. Est-ce que c'est pas un peu difficile justement aujourd'hui d'imaginer vraiment ce qu'on mangera dans quelques décennies? C'est toujours difficile de se projeter dans un avenir plus ou moins lointain. C'est vrai que pour le public, nous c'est pas on leur met cet éclairage-là pour les ramener au jour d'aujourd'hui et pour surtout changer leur comportement, notamment pour consommer local, pour consommer durable et avoir cette diversité, puisque ce qu'on sait aujourd'hui sur le plan scientifique, et c'est le but d'un centre comme le nôtre, c'est de vous expliquer là où on en est la science aujourd'hui sur les questions d'alimentation. On sait qu'il faut une alimentation diversifiée pour
et adapté à nos besoins, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les mêmes besoins si on fait du sport, si je rédige un dossier à mon bureau. Donc de construire cette gymnastique-là pour les publics, ça c'est ce qu'on recherche en ce moment. Donc effectivement, on les amène de temps en temps à aller un petit peu plus loin. Le cinéma l'a fait aussi en faisant pousser des patates sur Mars. Mais soyons raisonnables et revenons là où on est au jour d'aujourd'hui. Vous parlez de nourriture diversifiée et à ce moment-là, on a vu un criquet dans une assiette sur une feuille de salade. Ça va aller jusque-là, la diversification de la nourriture ? Ceci dit, ça va aller jusque-là dans notre culture, mais oui, il y a bien d'autres pays, notamment en Asie, où ils le consomment déjà. Et effectivement, on sait, et on le dit, et des études scientifiques travaillent justement pour voir comment consommer des insectes peut fournir un apport en protéines pour des populations éventuellement malnutries. Donc, c'est une piste, et c'est pour ça que c'est présenté chez nous. Oui, vous disiez tout à l'heure, vous étiez là aussi pour briser quelques a priori, quelques idées reçues, notamment sur le lait. C'est vrai qu'on a tout entendu sur le lait, que c'était indispensable à la vie, et puis après on nous a dit que c'était un poison. Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses ? La part des choses, c'est le scientifique qui doit le faire, et en fonction des individus. Il y a des individus qui vont tolérer le lait, il y en a d'autres qui ne vont pas le tolérer. Nous, on a choisi justement d'évoquer cette question du lait, des produits laitiers et autres, et notamment dans les animations qui ont lieu sur nos expositions régulièrement, pendant tout le temps où elles sont présentées à la Turbine, on crée des ateliers, et il y aura un bar à lait pour faire découvrir que si on ne supporte pas, par exemple, le lait de vache, eh bien, il y a des tas de substituts, il y a d'autres types de lait qui existent, peut-être d'origine végétale, du lait de soja, du lait d'amande, du lait de noisette et autres. Donc, on va faire déguster tous ces types de lait qui vont permettre aussi au public peut-être de choisir une autre alternative si jamais il ne supportait, ou il décrétait qu'il ne supportait plus le lait de vache. Alors, ce parcours, il est proposé jusqu'au 28 août. Parallèlement, j'ai dit tout à l'heure, vous proposez aussi une exposition, et c'est jusqu'au 16 juin sur la mémoire, ou plutôt les mémoires. Pourquoi les d'ailleurs ? Je me souviens... excusez-moi, non, c'est just a joke. Non, voilà. Vous m'avez fait peur. Les mémoires, parce que... fallait vous y attendre là-dessus. Non, les mémoires, parce que justement, nous présentons le travail réalisé par les scientifiques qui ont identifié depuis maintenant plusieurs années qu'il y avait différents types de mémoires. Et puis aussi cette exposition avec un S, mémoire avec un S, parce qu'elle aborde la mémoire aussi dans le monde animal, qui sert à expérimenter un certain nombre de choses avant de passer à des études sur l'homme. Et puis parce que aussi on sait qu'on s'est doté depuis maintenant quelques décennies d'outils très performants pour nous aider dans notre mémoire. Je pense notamment à l'informatique, au numérique, etc. Donc voilà le S de mémoire. Ça y est, je m'en souviens ce coup-ci. On connaît encore très peu de choses sur la mémoire par rapport au potentiel d'éléments explorés. Est-ce que c'est pas difficile justement pour les scientifiques d'avancer des explications sur des choses aussi complexes et évolutives aussi ? Non, je crois pas, parce que effectivement, c'est quand même un terrain qui est extrêmement travaillé par les scientifiques depuis quelques années, notamment parce qu'on a vu apparaître ou qu'on a détecté ou qu'on a plutôt caractériser certaines pathologies, et qu'il a fallu faire la part des choses justement entre ce qui relève de certaines pathologies, et on pense effectivement à la maladie d'Alzheimer, mais et ce qui relève du fonctionnement normal de notre mémoire. Il est logique d'oublier un certain nombre de choses, et c'est ce sur quoi les scientifiques ont planché, ont travaillé depuis un certain nombre d'années. Donc c'est pas difficile. Et pour terminer, on va peut-être briser une injustice. On a vu tout à l'heure un poisson rouge dans un bocal. On a dit que la mémoire du poisson rouge, c'est le temps de faire le tour du bocal. C'est faux. Je ne sais pas comment répondre à votre question. On ne l'avait pas préparée, celle-là. C'est sans doute le temps de faire le tour du bocal, mais je pourrais vous parler aussi de la mémoire du bigorneau, et on va pas aller beaucoup plus loin. Non, ce que je voulais
Ce sur quoi je voulais rebondir, c'est aussi de dire qu'autour de notre exposition, pareil dans les animations, on va passer de cette mémoire individuelle, puisque nos deux expositions travaillent sur nos comportements individuels, que ce soit la table ou la mémoire, et qu'on va passer à des choses beaucoup plus collectives, et notamment travailler sur la mémoire collective. Et ça, je pense que dans notre société, au jour d'aujourd'hui, passer de l'individuel au collectif, c'est très important. À vous proposer une semaine du cerveau, je voulais le préciser, c'est du 14 au 20 mars, avec une série de conférences. Il y aura aussi un ciné-débat sur la mémoire collective, vous venez de le dire, et ça c'est le 1er avril. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous parler de ces deux expositions absolument passionnantes qui sont donc proposées à la Turbine Science jusqu'au 28 août pour passer à table et jusqu'au 16 juin pour mémoire. Merci encore Philippe de Pachter.